Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous reparler des Gilets jaunes et je vais essayer de vous montrer pourquoi on va clairement vers un mouvement 5 étoiles à la française. Alors tout d'abord, un petit point sur l'évolution politique depuis 20 ans. En France, des partis, on était passé de 5 pôles bien distincts, de l'extrême gauche à l'extrême droite, donc extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême droite, qui étaient tous plus ou moins importants, reconnus, qui avaient leurs différences idéologiques. Et puis là, depuis quelques années, depuis 5-10 ans, en fait, on s'est retrouvé avec des politiques de gauche et de droite qui faisaient un peu la même chose. Malheureusement, c'est Marine Le Pen qui a donné le terme, qui a proposé le terme UMPS, mais en Espagne, c'est Podemos qui avait parlé de PPSOE, pour parler du mélange entre le parti de gauche et le parti de droite. Et finalement, l'élection de Macron, c'est un peu la concrétisation de cette fusion idéologique entre la vieille gauche et la vieille droite. Et il a réussi, lui, à réunir des gens de gauche du parti de droite, donc les Républicains, UMP, et beaucoup de gens du PS, qui a fait un score très faible il y a 2 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le centre et le PS ont plus ou moins fusionné, avec même quelques éléments de droite. Le PS est en cours de décomposition finale, avec son aile gauche qui rejoint la France Insoumise, avec Génération qui va un jour ou l'autre sûrement s'allier avec les Verts, le PC, et puis tout ça, ils vont s'allier aussi avec la France Insoumise quand le discours aura été un peu gauchisé à nouveau, quand ils auront, dans quelques semaines, quelques mois, après sûrement une défaite électorale aux européennes. Et donc on va avoir vraiment 4 pôles. Et d'ici 2022, moi j'ai toujours, depuis quelques années, j'ai dit, d'ici 2022, on aura l'UMP, donc les Républicains, qui va également se diviser complètement. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient partis, le maire, Édouard Philippe, etc., qui étaient partis des Républicains pour accompagner Macron. Et je pense que cette diversité ou disons ces différences existantes au sein du parti de droite, elles vont terminer par le rompre, par le diviser en deux. Une partie s'alliant définitivement avec Macron et l'autre partie voyant des points communs avec Dupont-Aignan, avec Philippot, avec Le Pen. Donc mon pari c'est ça, c'est que d'ici quelques années on aura vraiment 3 pôles. Donc la nouvelle gauche réunie, on va dire, le nouveau centre avec tous les vieux partis réunis là-bas, et une extrême droite un peu renforcée avec des gens de l'UMP qui seront partis là-bas. Donc ça fait une politique avec 3 pôles très clairs au lieu de 5. Mais ce qui se passe apparemment, c'est que y a un nouvel acteur qui vient d'apparaître, donc, et ça fait déjà le 3e samedi de suite qu'il y a des mobilisations. C'est très chaotique, désordonné, c'est pas très clair les revendications, mais ça a l'air d'être là pour durer. Et qu'est-ce qu'on peut dire donc des revendications qu'on a entendues? On peut dire j'ai vu 2 listes passer. Une liste avec des revendications qui sont toutes qui ont l'air très inspirées du programme de la France Insoumise, des revendications plutôt de gauche. Et puis d'un autre côté, j'ai vu aussi des revendications passées qui parlaient de baisser les charges, d'un peu diminuer toutes les cotisations, etc., parce que ça réduit le pouvoir d'achat des Français. Donc il y a un peu ce qui est un peu plus, on pourrait dire, une analyse un peu de droite, un peu basique, qui n'est pas très juste, parce que ça méconnaît le salaire différé que sont les cotisations. Donc c'est des choses un peu contradictoires, on pourrait dire, et les délégués, les porte-paroles qui avaient été nommés, ils ne sont pas non plus complètement reconnus par le mouvement en général. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait grand-chose, ils sont apparemment allés voir le Premier ministre, ils sont repartis. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de vraie organisation, mais il y a une vraie conviction des gens qui font partie de ce mouvement que ce mouvement a de l'avenir. Et quels sont un peu les points basiques que revendique ce mouvement, peut-être sans que les médias le relèvent clairement? C'est tout simplement l'augmentation du SMIC, une augmentation forte du SMIC de 10, 20, 30%, et des minima sociaux qui vont avec, bien sûr, que tout ça soit corrélé à l'inflation pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat ensuite. Qu'est-ce que c'est d'autre? Peut-être symboliquement le retour de l'ISF, qui est une mesure qui en plus rapporte pas beaucoup, quelques milliards,
mais c'est symboliquement très fort pour beaucoup de monde. La taxe carburant, qui devrait, l'augmentation de la taxe sur le gasoil et autres carburants devrait être annulée d'ici le 1er janvier. C'est un geste que pourrait faire Macron pour apaiser les gens, et ça, effectivement, je pense que ça répondrait à une certaine revendication partagée par la majorité de ce mouvement. Et puis il y a autre chose qui n'est pas dit très clairement, enfin qui est présent dans les revendications, mais qui n'est pas mis en avant beaucoup, c'est la volonté de pouvoir participer directement sur des questions très concrètes, et la possibilité de pouvoir convoquer des référendums de par la signature de pétitions. Un certain nombre de personnes qui signeraient des pétitions sur des sujets très concrets pourrait permettre la convocation d'un référendum, et donc tout ça serait transformé en loi ensuite si le oui gagne. Et donc il y a beaucoup de mesures très concrètes que les gens pourraient proposer et qui pourraient devenir majoritaires. Donc ça, c'est un petit peu, à mon avis, ce que les gens attendent de ce mouvement-là dans les mois qui arrivent. L'augmentation du SMIC, le retour de l'ISF, l'annulation de l'augmentation de la taxe carburant, et puis la possibilité de participer directement avec des référendums, des votations populaires comme en Suisse ou ailleurs. Donc ça, on peut dire que c'est quand même la base. Ensuite, dans le schéma, le panorama que j'ai un peu dessiné tout à l'heure en parlant de 3 pôles, je remarque très clairement que le pôle de gauche est encore très divisé, et surtout que le principal mouvement de ce pôle de gauche, qui est la France Insoumise, est en train vraiment de s'effriter. Alors pour la petite anecdote, j'en ai fait partie, et très vite, après les élections, je m'en suis éloigné parce que j'ai vu que le fonctionnement n'était pas du tout démocratique, et donc ça ne m'inspirait pas confiance par rapport au fait qu'ensuite, en étant élu, Mélenchon et ses amis puissent vraiment mettre en place la 6ème République, la révocabilité des élus, etc. Donc je vois ça, et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent du mouvement là avant les élections. Il y a beaucoup de militants aussi qui sont un peu perdus ils veulent en faire un référendum anti-Macron, mais ils voient bien que c'est pas eux qui vont ramasser les voix, c'est soit personne, soit le FN plutôt. Et donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Apparemment, le pôle de gauche est en train de s'effriter et ne va pas réunir tant de voix et tant de gens convaincus que c'est par là que ça passe. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû certainement au fait que la France Insoumise est en train de se réaligner sur ce qui se fait en Espagne et au Portugal, c'est-à-dire des nouveaux partis d'extrême gauche avec de nouvelles idées très intéressantes qui réussissent finalement à obtenir le pouvoir en alliance avec un PS qui fait quelques concessions. Un PS qui, pour retourner au pouvoir, fait quelques concessions. C'est ce qu'on a vu au Portugal et c'est ce qu'on a vu en Espagne. Et dans ces 2 cas-là, ça a marché. Mais ce que Mélenchon ne comprend pas, alors qu'il a un biais hispanique très fort, que je comprends très bien, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que l'histoire de la France est beaucoup plus similaire à l'histoire de l'Italie, que ce soit par rapport à la structure des partis, l'existence d'un parti de droite, d'extrême droite, une présidence récente d'un homme de droite comme Berlusconi et comme Sarkozy, ce genre de choses. C'est même l'existence d'un parti centriste assez fort à une époque en France, même s'il était plutôt de centre droit, et la force aussi des partis de centre en Italie. Ça fait beaucoup de points communs, et même ne serait-ce que dans l'histoire des 50 dernières années, la France et l'Italie ont été des pays qui ont construit l'Union européenne, et pas des pays qui sont arrivés il y a 30 ans, 40 ans, comme l'Espagne et le Portugal. Donc ils ont une responsabilité particulière, et il y a un refus des gens de subir aujourd'hui les politiques imposées par l'Union européenne qu'ils ont créées, que ces pays-là ont créées, alors que l'Espagne et le Portugal ne peuvent pas s'opposer directement à l'Union européenne, menacer d'en partir, etc. Parce que ce sont des pays qui y ont adhéré relativement récemment. Mais malgré des similitudes entre la France et l'Italie, le cadre institutionnel est complètement différent. En France, la 5ème République, c'est, on pourrait le dire, une monarchie présidentielle. Le président a beaucoup de prérogatives, peu de contrôle, et finalement il fait un peu ce qu'il veut. Alors qu'en Italie, c'est le Parlement qui décide, qui forme le gouvernement en fonction des majorités qui se dégagent.
Et vu que ce Parlement est élu à la proportionnelle, ça donne une vraie représentation du vote et de la volonté des gens. Ce qui s'est passé en Italie, c'est que la Ligue du Nord a gagné un peu dans toutes les régions du nord du pays, alors que le mouvement 5 étoiles a gagné dans toutes les régions du sud. Et finalement, à eux deux, ils avaient la majorité, plus ou moins. Et ils ont réussi à se mettre d'accord. Alors est-ce qu'en France ce serait possible? Possibilité. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'organisera pour présenter des candidats aux élections parlementaires, aux élections législatives? C'est pas encore sûr du tout. C'est un peu le mystère qui va nous attendre. Par contre, si Macron gagne les élections, par exemple, d'ici 2022, en tenant le coup jusque-là avec quelques mesures un peu dans le sens des revendications, Macron, c'est pas sûr du tout qu'il ait la majorité non plus. Donc ce qu'on a en fait, c'est une grande possibilité d'avoir une crise institutionnelle avec un président qui devient vraiment un monarque parce qu'il n'a pas de majorité et il doit gouverner à coup de décret, de 49.3 et autres. Ou alors Marine Le Pen qui n'aurait pas non plus de majorité à cause du système qui n'est pas la proportionnelle. Donc on a cette situation-là. Moi j'ai toujours un désir ou un espoir, c'est que tous les autres secteurs de la société qui luttaient un peu individuellement, j'espère que ces secteurs-là sauront s'agglutiner autour des Gilets jaunes. Parce que les revendications finalement sont très similaires. C'est la dignité de la vie, dans le travail, dans les activités nécessaires, que ce soit les EHPAD, les hôpitaux, etc. etc. Donc si jamais ce mouvement arrive à agglutiner vraiment, non seulement des gens qui avant n'avaient jamais manifesté, ne s'étaient jamais mobilisés, mais aussi à réunir des gens qui sont par contre très politisés, souvent un peu plus de gauche, on pourrait avoir un mouvement des Gilets jaunes qui continue à être un mouvement de masse, un mouvement très représentatif, mais qui peu à peu se reconnaîtrait dans des mesures finalement sociales, peu importe qu'on les appelle de gauche ou pas, et ce mouvement pourrait peut-être, qui sait, devenir majoritaire ou devenir un des mouvements principaux et ne pas être dépendant ensuite d'une présidente vue aujourd'hui un peu comme une alliée par certains. Et une proposition pour faire ça, c'est peut-être que Ruffin, qui est souvent décrié par beaucoup de gens à gauche comme ayant un peu coopté le mouvement de Nuit debout, et je me demande s'il ne serait pas capable, lui justement, comme il baigne un peu dans les deux milieux, le milieu un peu de gauche et le milieu un peu populaire, rural, périphérique, si ce ne serait pas la bonne personnalité pour réunir tout ce monde et pouvoir exprimer quelque chose à un niveau peut-être électoral. Donc on va voir ce que ça donne, en espérant que ça se passe pas trop mal et qu'on n'arrive pas à une situation trop compliquée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si ça vous tente. Et puis à la prochaine.